Merci Alice. Alors, je me présente, moi je suis le docteur Xavier Angibaud, donc je suis pédopsychiatre au CHRU de Tours et au centre hospitalier du Chinonais, donc dans le département d'Indre-et-Loire. Je tiens à remercier Alice Perrin et le Collège de médecine générale de m'avoir invité à parler de ma pratique quotidienne. Voilà, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je n'ai pas vu de visiteur médical depuis une dizaine d'années, donc ce topo sera uniquement le reflet des recommandations et de ma pratique. Donc je vais d'abord vous parler des antidépresseurs. Donc comme vous le savez, les antidépresseurs, c'est indiqué dans les épisodes dépressifs majeurs, mais d'intensité sévère ou d'intensité modérée avec des comorbidités psychiatriques. Donc pas n'importe quel antidépresseur, pas n'importe quel épisode dépressif majeur, pardon. C'est également indiqué dans les troubles anxieux sévères, donc tout ce qui est les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles paniques, la phobie sociale, l'agoraphobie, etc. Le trouble du stress post-traumatique, l'énurésie également, mais c'est toujours indiqué en deuxième intention après une psychothérapie. Ça, vous allez beaucoup l'entendre au cours de mon topo. Je m'en excuse par avance pour la répétition, mais c'est extrêmement important. Quels sont les antidépresseurs qui ont l'AMM et qu'on peut prescrire en France? Donc, pour l'épisode dépressif majeur, il y en a, chez les mineurs, il n'y en a qu'un seul, c'est la fluoxétine, le Prozac, et qu'il l'a à partir de 8 ans. Pour les TOC, il y a la sertraline, donc le Zoloft à partir de 6 ans. Il y a également des tricycliques, mais je ne vous les ai pas mis là parce que c'est plutôt réservé pour le spécialiste et c'est en deuxième intention. Et pareil, l'énurésie, je vous l'ai noté là pour votre culture générale, mais c'est vraiment en troisième ou quatrième intention après différents traitements et c'est encore une fois réservé aux spécialistes. Donc retenez ces deux-là. La fluoxétine et la sertraline, c'est les deux antidépresseurs que vous pouvez prescrire chez les enfants et également les adolescents. Mais retenez aussi que les antidépresseurs, c'est quand même déconseillé. Oups là, ça allait trop vite, excusez-moi. Ça rame un petit peu. On va en arrière, hop. Voilà. Les antidépresseurs, des conseils dans la petite enfance, car c'est quand même peu efficace. C'est toujours après une psychothérapie et les traitements des comorbidités que l'on peut rencontrer. Donc, comment est-ce qu'on instaure le traitement? C'est jamais en urgence. Il faut prendre le temps de bien évaluer le patient, de poser le diagnostic, de proposer une psychothérapie. Et si la psychothérapie ne fonctionne pas, là, on peut parler d'un antidépresseur. Et une psychothérapie, c'est pas « j'ai eu le psychologue 3 fois, ça n'a rien changé », ou plutôt « mon enfant a eu le psychologue 3 fois, ça n'a rien changé, donc maintenant je veux un traitement ». Non, non, il faut que le psycho y rencontre, il évalue, et ensuite, il y a une psychothérapie pendant 4 à 8 semaines. Il n'y a pas d'évolution, là on peut parler d'un antidépresseur. C'est un patient mineur, donc il faut l'accord du patient et de ses parents, au pluriel, parce que nous avons de plus en plus de patients dont les parents sont divorcés. Assurez-vous toujours d'avoir l'accord des deux pour ne pas avoir de problème. Il n'y a pas de bilan biologique préthérapeutique à faire avant le traitement antidépresseur, sauf si antécédent oncosomatique possible. La seule contre-indication absolue, en dehors d'une allergie évidemment spécifique aux antidépresseurs, c'est l'association aux inhibiteurs de la monoamine oxydase. Donc l'idée, si on doit presser antidépresseur, c'est on démarre à dose faible et on augmente progressivement. Donc pour la fluoxétine, on commence à 10 mg, on attend plusieurs semaines, je vais revenir après. Si ce n'est pas efficace, on augmente par palier de 10, voire 20 mg et jusqu'à 60 mg. Pour la sertraline, s'il y a un trouble anxieux associé, on démarre à 25 mg et on augmente petit à petit de 25 à 50 mg et maximum c'est 200. Donc retenez toujours la plus faible dose efficace, c'est ça l'idée. Donc pour la surveillance, il faut faire des consultations régulières. Idéalement, quand on instaure un traitement, il faut voir le patient une fois par semaine pendant un mois, puis toutes les 2 semaines pendant un mois, puis une fois par mois. Parce qu'il va falloir voir si le patient tolère bien le traitement, s'il n'y a pas des effets secondaires plus ou moins graves qui arrivent, et puis si c'est efficace. Donc vous évaluez également la réponse clinique avec l'effet de traitement sur le moral, sur l'anxiété, sur la fatigue, le sommeil, l'agitation, parce que les enfants, ils sont plus souvent agités quand ils sont déprimés que foncièrement repliés. Et vous allez surveiller la tolérance, donc avec les symptômes gastro-intestinaux, les nausées, les maux de tête, les vomissements, l'émergence de symptômes neurovégétatifs comme le fait d'avoir des sueurs, des bouffées de chaleur, l'arrivée de symptômes psy comme l'insomnie, l'anxiété, l'hyperactivité, l'irritabilité, une exaltation de l'humeur, voire un virage maniaque, et l'émergence de conduite à risque avec une augmentation d'idées suicidaires que vous pouvez évaluer avec l'échelle du RUD et l'apparition de mise en danger.
Donc on attend 6 à 8 semaines pour évaluer l'efficacité avant d'augmenter. Je sais, c'est long, mais ça ne sert à rien d'augmenter plus tôt. De toute façon, moi je dis toujours à mes patients, le traitement, vous le prenez, il va commencer à faire effet au bout de 3-4 semaines. Et moi, je me redonne 4 semaines derrière pour bien évaluer. Il peut y avoir un effet positif plus tôt, c'est bon signe. Ça veut dire que le patient est bon répondeur. Ce n'est pas obligé. S'il ne l'a pas, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Donc on attend. C'est une amélioration clinique. On maintient la posologie efficace pendant au moins 6 à 12 mois. Et chez les enfants, c'est plutôt 12. 24 mois même pour les troubles anxieux. C'est long, parce que si on les arrête trop tôt, il y a un plus fort risque de rechute. Donc il faut, et leur expliquer au début que c'est un traitement qui va devoir être pris longtemps, même une fois qu'ils vont mieux. S'il n'y a pas d'amélioration, le mot-clé, c'est opacité. O pour observance. Est-ce que le traitement a bien été pris régulièrement et tout ce qui n'a pas été oublié? P pour psychothérapie. Elle n'a pas marché au début, parfait. Le traitement débute, il faut continuer la psychothérapie parce qu'elle sera d'autant plus efficace une fois que le traitement fera effet. Est-ce qu'il y a une association à un autre trouble? Est-ce qu'il y a des comorbidités qu'on n'a pas évaluées, dont on n'a pas pris conscience et qu'on n'a pas gérées? Si par exemple l'enfant est toujours harcelé à l'école, même l'antidépresseur ne va pas l'aider à aller mieux à ce niveau-là. Au niveau de la concentration, on l'utilise peu, mais on pourrait doser la fluoxétine dans le sang et tout, mais on ne le fait pas. On identifie les facteurs environnementaux de maintien, par exemple, donc je parlais du harcèlement également. La titration, si au bout de 6 à 8 semaines, il n'y a pas d'amélioration et que tout le reste est bon, on augmente progressivement la dose par palier. Et enfin, le E, on essaie une autre molécule, si à la dose maximale, ça ne marche pas. Et donc pour ça, on diminue progressivement le premier traitement, on arrête et on fait un relais par un autre traitement. Je vous donnerai à la fin un site qui a un super tableau pour expliquer tout ça. Donc opacité, si jamais le traitement ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des effets indésirables? S'il y a des effets indésirables gastro-intestinaux ou neurovégétatifs, la majorité du temps, ils disparaissent avec le maintien de la dose. Ça arrive très souvent au début du traitement ou au changement de dosage. C'est 1 à 2 semaines désagréables pour les patients, donc traitement symptomatique et tout bien leur expliquer. Généralement, avec le maintien de la dose, ça disparaît. Si par contre, il y a des symptômes neuropsy qui apparaissent, bien rechercher s'il y a un virage maniaque. Si c'est le cas, on diminue, voire on arrête le traitement. Et si l'état de l'enfant ne s'améliore pas, malgré l'arrêt, on le rentre aux urgences pour qu'il puisse être pris en charge de manière plus conséquente que vous en cabinet. S'il y a des conduites suicidaires, donc le risque de majoration maximum, c'est les 3 premières semaines de traitement, d'où le fait de les voir de manière très régulière au début. Donc si c'est le cas, on discute la diminution, voire l'arrêt du traitement en fonction de la balance bénéfice-risque. On fait des consultations encore plus régulières, on informe les parents, évidemment. Et si vraiment l'état se dégrade et nous inquiète, on oriente vers les urgences. Quand est-ce qu'on arrête le traitement? Donc, comme je disais, 6 à 12 mois après l'arrêt des symptômes, on fait une diminution progressive par palier sur plusieurs semaines avant l'arrêt. On maintient le suivi régulier 6 à 12 mois, 24 mois si récurrence après l'arrêt du traitement, parce que le risque maximal de rechute après l'arrêt, c'est 8-12 semaines. Ça peut évidemment être sur le plus long terme. Donc on surveille le risque de rechute. S'il y a une rechute, on remet le traitement qui est efficace une première fois. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'initier cette baisse lors des périodes moins stressantes. L'idéal, c'est les vacances. Parce qu'après, il y a toujours il y a des sorties, il y a des évaluations de fin d'année ou autres. L'idéal, c'est les vacances pour diminuer le traitement. Il n'y a pas d'urgence à instaurer un traitement, il n'y a pas d'urgence à le baisser non plus. C'était tout pour les antidépresseurs. Pour les anxiolytiques. Alors, pour les anxiolytiques, donc c'est pour les traitements donc traitement ponctuel des manifestations anxieuses. C'est en deuxième intention, après les règles gynéthétiques et la psychothérapie. Je veux, à la fin de mon topo, je veux que ce soit comme les antibiotiques automatiques, que ce soit automatique dans votre tête. Donc la sophrologie, la relaxation, pareil, il y a plein de techniques pour apprendre à gérer son anxiété. Alors, le seul traitement qui est à l'AMM pour traiter l'angoisse, c'est l'hydroxyzine, c'est la Tarax. On peut le prescrire à partir de 3 ans pour des manifestations mineures d'anxiété ou pour les troubles de l'endormissement. Attention, il y a un risque d'allongement du QT, donc il faut faire un ECG avant pour vérifier qu'il n'y a pas un QT long, et ensuite on peut prescrire la Tarax. On peut démarrer à 25 mg, voire moins. Il existe en sirop ou en comprimé. La dose maximale, c'est 2 mg kg si l'enfant fait moins de 40 kg et 100 mg par jour s'il fait plus de 40. Le traitement est efficace assez rapidement quand même, en 15-30 minutes, et il faut un délai minimum d'1 heure entre deux prises. En dehors de la Tarax, on peut également presser des antipsychotiques de première génération. Ils n'ont pas l'AMM sur les troubles anxieux, ils ont l'AMM sur les troubles du comportement. Mais si la Tarax n'est pas assez efficace ou est mal tolérée, on peut les prescrire. Donc il y a un risque d'hypotension, d'allongement du QT, pensez à votre ECG encore une fois. Il y a un risque de somnolence, de prise de poids, de dyslipidémie.
Comme tout, on débute à petite dose et on fait le traitement le plus court possible pour passer le cap de l'angoisse. Les molécules, la plus fréquente, c'est le sémémazine, c'est le tertian, qui existe en sirop pour faire du microdosage ou en comprimé de 25 mg qui sont sécables. Il y a également le Largactil, le Nosinant ou le Noleptil. En autre antipsychotique donc de génération plus récente, nous avons la loxapine Loxapac, qui est également en AMM. La même à partir de 15 ans pour les états d'agitation, d'agressivité, d'anxiété associés à des troubles psychotiques ou certains troubles de la personnalité, à partir de 15 ans. Même posologie que la sémémazine. Pas de benzodiazépine chez l'enfant et l'adolescent. Vous avez vu, on a d'autres alternatives. Ne prescrivez pas de benzo chez l'enfant et l'adolescent. La seule possibilité, ce serait que vous avez une contre-indication absolue pour l'atarax et les neuroleptiques. Ça ne court pas les rues. Si jamais vous devez le faire, c'est limité à 2 à 4 semaines de traitement, à ne jamais utiliser en cas de stress post-traumatique parce que ça maintient, ça maintient le traumatisme dans l'esprit. Ça empêche le travail de cicatrisation, pour simplifier, du traumatisme. Et les effets secondaires sont majorés par rapport à l'adulte au niveau de la contumance, de la mémoire, de la sédation et des effets paradoxaux des enfants qui s'agitent et qui font des crises classiques sous benzodiazépine. La phytothérapie, il n'y a pas de preuve de leur efficacité. On peut l'utiliser pour l'anxiété légère, comme la passiflore, l'aubépine. Attention aux interactions médicamenteuses avec la valériane et la mélisse. Et le Stresam, on oublie. Finalement, c'est non recommandé par la HAS, il n'y a pas de preuve d'efficacité, et en plus, il y a des risques rares mais graves d'atteinte hématologique hépatique. Donc le Stresam, on oublie, ça ne marche pas, et en plus, ça peut être dangereux. Pour le sommeil, donc, je vous ai mis ce tableau de prise en charge des troubles du sommeil chez l'enfant et chez l'adolescent qui est dans le Vidal. On le voit, encore une fois, je m'excuse pour la répétition, on fait d'abord un traitement comportemental s'il y a des problèmes de sommeil. Donc ça peut être par exemple l'instauration de rituels, les modifications de comportement qui peuvent y avoir et tout. Si ça ne marche pas, là on peut prescrire un traitement médicamenteux pour aider au sommeil. Donc il y a l'atarax, dont on a déjà parlé, et l'imimazine. Donc l'atarax, c'est en général, nous en tout cas en tant que pédopsychiatre, on le prescrit pour les insomnies qui sont liées à l'anxiété. L'enfant, l'adolescent, déformation professionnelle, qui est tout le temps angoissé et qui n'arrive pas à s'endormir, là on prescrit de l'atarax. Après échec des mesures psychocomportementales, 30 minutes avant le coucher, pensez à votre ECG. On peut également prescrire la limémazine, le Terralène, donc lui c'est plutôt trouble du sommeil parce que le sommeil ne vient pas, ou il y a des ruminations pas forcément anxieuses, mais il y a une hyperactivité mentale et l'enfant, l'adolescent n'arrive pas à trouver le sommeil. Donc si l'enfant fait plus de 20 kg, on peut prescrire la limémazine en solution buade pour plus de 20 kg et en comprimé s'il a plus de 6 ans et qu'il fait plus de 20 kg. Entre 20 et 40 kg, 5 mg par jour. Entre 40 et 50, c'est 5 à 10 mg par jour. Posologie maximum, 10 mg par jour pour enfant, donc c'est 2 comprimés. Et également la mélatonine, en libération immédiate ou en libération prolongée. En libération immédiate, plutôt pour l'insomnie endormissement, et on la donne au coucher. La libération prolongée, plutôt pour les réveils nocturnes, 30 à 60 minutes avant le coucher. Il y a 2 médicaments qui existent, c'est Slénito et le Circadin. Ils ont des AMM très limités pour, en gros, des TSA ou des TND. Donc on peut le prescrire hors AMM, sauf que c'est assez cher. Et l'idéal, c'est plutôt de demander aux pharmacies. Ils ont beaucoup d'associations de mélatonine et de phytothérapie qui sont bien moins chères que la phytothérapie seule et qui marchent. Donc ça peut être intéressant. Et enfin, pour terminer, le traitement du TDAH, donc le méthylphénidate. Depuis le 13 septembre 2021, la prescription initiale et annuelle peut être établie en ville par des médecins spécialistes, donc neurologues, psychiatres ou pédiatres, et les renouvellements mensuels d'ordonnance sont possibles par tout médecin exerçant en ville ou à l'hôpital, donc vous les médecins généralistes, et il y a possibilité d'adapter la posologie. Gardez en tête que maximum c'est 1 mg par kilo par jour la dose max. Il y a des pédopsychiatres qui vont au-delà, laissez-les tenter ça. C'est une ordonnance stupéfiante, donc c'est 28 jours maximum. C'est sur une ordonnance sécurisée en toutes lettres ou sur une ordonnance numérique avec le logiciel d'aide à la prescription. Mention spéciale, il faut préciser le nom de la pharmacie pour la prise en charge par l'assurance maladie. En France, on a 5 spécialités qui existent pour le méthylphénidate. Une en libération immédiate, c'est la Ritaline, et 4 en libération prolongée, le Concerta, le Quasim, la Ritaline libération prolongée et le Medikinet. Ils ont tous des profils plus ou moins différents autour de la libération. Concrètement, la vraie différence entre chacun, c'est la tolérance du patient. Et là, pour le coup,
Chaque patient va être très différent. Il y a des patients qui vont très bien tolérer, par exemple, le Medikinet, d'autres très mal. Ça dépend vraiment de chacun. Le meilleur traitement, c'est celui que le patient va mal tolérer et qui va être efficace. Donc vous, qu'est-ce que vous faites si vous avez un patient qui vient et qui a du méthylphénidate? Donc vous allez surveiller l'efficacité déjà. Est-ce que le traitement est efficace sur l'hyperactivité, sur la concentration, sur l'impulsivité? Est-ce qu'au niveau de tolérance, ça influe sur la taille? Il faut bien faire attention à ça, sur le poids, sur l'appétit, sur le sommeil. S'il y a des soucis, si soit il n'est pas assez efficace, soit il y a des effets secondaires, vous pouvez adapter, vous, la posologie, en disant c'est pas assez efficace, il est bien toléré, j'augmente, je passe à la dose du dessus. C'est efficace, mais par contre, ça coupe totalement l'appétit de midi et l'enfant, il a du mal, ou il a du mal à dormir. Vous pouvez soit baisser la posologie, soit décaler un petit peu la prise dans la journée. Idéalement, il ne faut pas qu'il le prenne après 10 heures, hein, sinon ça va vraiment impacter le sommeil. Mais vous surveillez également la tolérance plus globale au niveau de l'état cardiovasculaire, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, l'apparition de palpitations, de douleurs thoraciques, l'état neurologique, est-ce qu'il y a des céphalées, est-ce qu'il y a des faiblesses musculaires, voire des paralysies, voire des crises d'épilepsie, est-ce qu'il y a des symptômes psychiatriques avec de l'anxiété, de la dépression, etc. Est-ce qu'il y a des signes de surdosage? Ça peut aller de l'euphorie, de l'hypervigilance, de la tachycardie, jusqu'à l'apparition d'hypertension artérielle, d'agitation, de paranoïa, voire d'hallucination. S'il y a des effets secondaires comme ça qui arrivent, ce que vous faites, c'est que vous vous mettez en lien avec le médecin primo-prescripteur pour que lui, il puisse voir ce qui se passe et il décide de changer. Parce que vous pouvez adapter la posologie, mais vous ne pouvez pas changer de traitement malheureusement. Vous n'avez pas cette liberté-là. Et donc pour terminer, si vous voulez aller plus loin, parce que mon topo était trop court, je vous comprendrai très bien, les collègues de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ont fait un site de pharmacologie qui est hyper complet, hyper clair et très simple d'accès. Donc vous allez sur pharmacologie-sfpeada.fr, vous allez voir, il y a tout qui est expliqué. Je vous disais tout à l'heure, donc le site Psychiatrie Net a un tableau hyper complet sur le switch antidépresseur. En gros, il y a un tableau sur on parle de quel antidépresseur, vous voulez aller sur lequel, vous cliquez et ça vous explique comment faire. Genre, est-ce qu'il faut l'arrêter d'un coup, est-ce qu'il faut faire un switch croisé, est-ce qu'il faut diminuer progressivement. Tout est hyper détaillé, donc n'hésitez pas à vous en servir. Moi, je m'en sers dans ma pratique. N'hésitez pas à vous en servir, mais également pour vos patients adultes. Et enfin, pour terminer, avec les collègues de mon service, on a fait une conférence via le service médecine générale et psychiatrie 37, des conférences qui est disponible en ligne sur la prescription de psychotropes chez les enfants et les adolescents, où là, pour le coup, on est allé plus dans le détail, on a plus expliqué. Donc, si vous avez envie d'approfondir, vous pouvez retrouver cette conférence sur le site de médecine générale et psychiatrie 37. Je vous remercie pour votre attention.